Voici la deuxième partie sur mon pire investissement. Pour ceux qui n'ont pas vu la première, je vous explique dans cette vidéo-là quel a été mon premier investissement, mais en même temps qui s'est avéré être mon pire cauchemar d'investissement immobilier, où est-ce que je vous explique en détail les erreurs que j'ai faites et comment ça s'est passé. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Dans cette vidéo-ci, je vais vous expliquer les leçons que j'ai tirées de mon pire investissement. Donc, ça va vous expliquer, ça va vous éclaircir sur les choses à faire lorsque vous allez vous apprêter à faire un investissement immobilier ou si vous vous retrouvez dans une même situation compromettante avec un bien immobilier, quoi faire, quoi prévenir, quoi voir à l'avance pour vous permettre de vous sortir la tête de l'eau. Mais juste avant d'aller plus loin, pour tous ceux qui désirent vendre, acheter ou investir en immobilier, allez au bas de la vidéo, vous allez pouvoir voir dans la description un lien où est-ce que vous allez pouvoir réserver une consultation gratuite et sans obligation avec moi. On va pouvoir établir un plan de match ensemble durant cet appel-là qui va vous permettre de justement passer à l'action par la suite. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Pour vous faire un résumé, justement pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous suggère d'aller cliquer sur un lien. Mais rapidement, j'ai fait mon premier investissement immobilier en 2010. Ça a été une série de mauvaises décisions qui a fait en sorte que l'acquisition que j'ai faite à l'époque s'est avérée être un vrai cauchemar. Mais aussi drôle que ça puisse être, cet investissement-là m'a tellement appris. Ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de me peaufiner et de me raffiner en tant qu'investisseur immobilier, mais non seulement en tant que courtier immobilier qui m'a permis de justement mieux conseiller et guider mes clients dans les années qui ont suivi cet investissement-là. Donc, c'est ça que je vais partager avec vous dans cette vidéo, qui est la première des choses, le premier conseil. Écouter des professionnels. Quand j'ai acheté, justement, je me suis lancé seul à cause que j'avais suivi mon cours de courtier immobilier qui était plus sur le courtage immobilier et non sur l'investissement, la gestion, quoi faire, quoi pas faire. Oui, j'avais quelques notions, mais vu que j'étais pas accompagné, sincèrement, c'est là que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Versus que si j'avais eu des professionnels, des bonnes personnes pour me conseiller, ça se serait passé tout autrement. Donc, essayez de trouver, lorsque vous allez vous apprêter à faire que ce soit un investissement, une acquisition, assurez-vous d'être accompagné de professionnels qui sont intègres et transparents, qui vont vous donner leur juste. Sincèrement, assurez-vous que ces professionnels-là veulent votre succès. Ils ne sont pas juste en train de penser à leur poche parce que votre succès va être leur succès en même temps. Le fait qu'ils vont avoir cette vision-là, ça va être des gens qui vont voir sur le long terme au lieu de tout simplement penser à leur poche. Et ça se détecte, ça se voit et ça se sent juste en leur posant une série de questions, en voyant la façon qu'ils s'expriment, l'image qu'ils projettent en ligne, ça peut vous donner déjà là une bonne indication, surtout si ce sont des références. Ben justement, s'ils ont travaillé avec des personnes que vous connaissez dans le passé, ces personnes-là vont vraiment pouvoir vous donner leur juste sur quel type de personnes qui sont dans leur domaine. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est surtout lorsque vous faites un investissement immobilier et que c'est pour du locatif, je ne peux pas vous le répéter assez souvent, mais faites une vérification diligente de vos locataires. S'il vous plaît, c'est pas des farces. Et même, je vous conseille, je vous challenge de faire le test dans votre entourage. Trouvez quelqu'un qui a des portes ou qui a fait de l'investissement immobilier ou qui est dans l'investissement immobilier et posez-lui cette question-là. Est-ce que vous avez déjà eu des histoires d'horreur avec un locataire? Il y a des fortes chances. Et c'est inévitable, ça fait partie de la game, OK? Faut pas avoir peur de ça. Je vous le dis tout de suite, ça c'est une parenthèse. Faut pas avoir peur des locataires qui risque de vous donner du fil à retordre. Ça fait partie de la game. C'est comme ça que vous allez vous peaufiner et de vous raffiner. Posez la question à vos proches, à cette personne-là, en lui demandant « Est-ce que tu as déjà eu une histoire d'horreur? » Si la personne vous dit oui, posez-lui cette question-là. Est-ce que pour l'histoire d'horreur que tu as eue avec le locataire, est-ce que tu as fait une vérification diligente de ce locataire-là? Je vous le garantis, 8 fois sur 10, ils vont vous dire « Je suis allé avec mon feeling, j'ai pas fait de vérification diligente. Il m'a raconté une histoire, puis j'ai pris pitié ou tu sais quoi, j'ai connecté avec la personne, fait que je suis allé avec mon feeling et j'ai loué à cette personne-là. » 8 fois sur 10, ça s'est avéré des cauchemars. Ça s'est avéré être une histoire d'horreur avec ce locataire-là. C'est le locataire qui a commencé à lui donner du fil à retordre. Donc, pour éviter de tomber sur des locataires problématiques, c'est simple, faites votre vérification diligente. Il y a des sites comme Oligny Thibodeau, la Corpic, où est-ce qu'il y a des abonnements où que justement vous pouvez les payer
en faisant remplir un formulaire au locataire, la compagnie va pouvoir faire une vérification sur le crédit, est-ce que la personne a des dossiers criminels, etc. Ça va déjà vous donner une bonne idée et aussi poser des questions. C'est quoi son emploi? C'est quoi son background, etc. En faisant une vérification diligente, je vous garantis, ça va vous permettre de déjà filtrer et de vous permettre de maximiser vos chances de tomber sur des bons locataires. Le conseil numéro 3, s'il vous plaît, ça vient avec l'expérience. Ne jamais acheter zéro comptant. Lorsque vous entendez des promoteurs, des personnes, des vendeurs de propriétés qui vont vous vendre une propriété à zéro comptant, que vous n'avez pas à mettre la mise de fonds, c'est ça que ça veut dire. C'est plus une magouille de pratique qui se faisait dans le passé. Maintenant, j'en entends de moins en moins, mais juste au cas où, regardez comment ça se passe. Chaque expert dans ce type de transaction-là est de connivence avec le vendeur, le propriétaire-vendeur, que lui va en tirer tout le profit. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? C'est que la mise de fonds et tous les frais pour payer chaque professionnel qui permet que la transaction va se faire, ben, chaque personne est de connivence, chaque personne se protège les fesses, donc la façon qu'ils font, c'est avec un montant d'argent en échange de faire la magouille, si je peux dire ça comme ça. Qui veut dire que le prix que chaque personne va charger pour pouvoir permettre que la transaction va se faire, ben, ce montant d'argent-là, qui va être leur montant de commission en dessous de la table, va être gonflé dans le prix d'achat. Et la mise de fonds aussi. Au lieu d'acheter par exemple la propriété à 300 000 parce qu'elle vaut 300 000, ils vont peut-être vous la passer à genre 350, 380, 400 000 $. Donc, qui fait en sorte que l'acheteur qui achète la propriété zéro comptant pense qu'elle fait un bon deal, mais dans les faits, elle achète la propriété à un montant qui est surévalué. Ça fait en sorte qu'une fois qu'on devient propriétaire, on réalise qu'à la minute que les choses vont pas bien, à la minute qu'on est pris, coincé avec la propriété, qu'on veut s'en défaire, on réalise que, boum, la propriété vaut même pas le prix du marché, que même si on essaierait de vendre la propriété, personne ne va l'acheter parce qu'elle est trop chère. Pour qu'on puisse la vendre et juste au moins que payer tous les frais et être à zéro, on n'a pas de marge de manœuvre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, évitez d'acheter la propriété à zéro comptant. OK? Mettez votre mise de fonds. Si vous n'avez pas l'argent, assurez-vous. Il y a quelques stratégies pour acheter justement avec des lettres de dons, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces sujets-là dans cette vidéo-là. Justement, abonnez-vous à ma chaîne et allez voir ces vidéos-là. J'en ai plusieurs que j'en parle dans mes séries de vidéos. Mais, s'il vous plaît, encore une fois, juste tout simplement, évitez d'acheter avec zéro mise de fonds. Et c'est ça qui m'amène au conseil numéro 4. C'est vraiment simple. Achetez au juste prix. Achetez à la valeur marchande, s'il vous plaît. Qui veut dire que regardez les comparables vendus. Ça va vous permettre de vous donner une idée de combien qu'elle vaut la propriété. Propriété similaire, combien ça se vend dans le secteur. Mais pour avoir une idée beaucoup plus précise, une fenêtre dans le temps de combien cette propriété-là vaut aujourd'hui, demandez à votre courtier de vous sortir les comparables vendus. Combien ça s'est vendu dans le secteur, dans les ventes les plus récentes possibles. Ça va vraiment vous donner une idée de valeur marchande de cette propriété-là en date d'aujourd'hui. Il y a un dicton pour les investisseurs immobiliers que j'adore, que tout le monde connaît, qui est idéalement, si vous pouvez, faites votre profit à l'achat. Qui veut dire qu'à l'achat, vous avez acheté bien en dessous de la valeur marchande. Comme ça, si vous devez revendre du jour au lendemain, mais boum, vous allez faire un profit instantané. Ça, c'est un dicton qui était beaucoup plus réaliste et valide dans les années 90, début 2000. Aujourd'hui, c'est une autre histoire parce que le marché n'est plus le même. C'est aussi simple que ça. Mais pour les investisseurs, c'est encore possible de tomber sur des opportunités que vous allez acheter en bas de la réelle valeur marchande de cette propriété-là. Mais la triste réalité, c'est que ces propriétés-là, souvent, ils ont été longuement négligés. Ils ont besoin d'amour. Il n'y a pas d'historique. Soit il y a quelque chose qui fait en sorte que la propriété se vend en bas de sa vraie valeur. C'est bon pour des investisseurs, mais pour des acheteurs qui veulent une propriété personnelle, qui recherchent une propriété qui va répondre à leurs besoins, vous n'êtes pas en train de magasiner un prix. Vous êtes en train de vous trouver une propriété qui va répondre idéalement à vos besoins. Donc, pour les gens qui cherchent une propriété personnelle, je vous dirais qu'il y a peu de chances que vous allez tomber sur le deal du siècle parce que vous ne recherchez pas un deal, vous recherchez une propriété qui va répondre à vos besoins. Donc, qui va faire en sorte que, inévitablement, juste assurez-vous de tomber sur une propriété que vous allez payer au moins au juste prix. Petite parenthèse, lorsqu'on parle de juste prix, pour ceux qui sont dans le locatif, assurez-vous aussi de regarder les comparables locatifs. Regardez sur Kijiji, l'EPAC, Marketplace, dans votre secteur, le type d'appartement, le nombre de chambres que vous avez, combien ça se loue. Ça va vous donner un bon indicatif de quel type de valeur maximum vous allez pouvoir aller chercher avec vos baux. Conseil numéro 5, ne vous embarquez pas sans avoir une porte de sortie. Si vous achetez un bien que vous êtes pris à la gorge, que les mensualités sont trop élevées, que vous avez acheté au maximum de votre capacité d'emprunt, puis que c'est borderline, vous êtes capable de la payer, mais si jamais il y a un bad trip, une séparation, quoi que ce soit, et ça risque d'être difficile, s'il vous plaît, assurez-vous d'acheter en ayant une porte de sortie. Est-ce que la propriété que vous allez acheter,
Si jamais le locataire, ça se passe pas comme prévu, ça se passe pas bien, vous vivez une histoire d'horreur et vous avez pu faire partir la personne, est-ce que vous êtes en mesure d'acheter un bien qui va être situé dans une localisation que vous êtes en mesure d'aller l'habiter temporairement? OK? Comme ça va vous permettre de, au lieu de payer à deux places, vous allez payer à une seule place qui est votre propre hypothèque. Ou sinon, est-ce que vous n'êtes pas en mesure de la propriété, la convertir en Airbnb? Est-ce que vous n'êtes pas en mesure de la louer au mois? Est-ce que vous n'êtes pas capable de la louer en maison de chambre? Est-ce que la propriété, vous n'êtes pas capable de vous rentrer des colocs, d'avoir un membre de la famille qui pourrait venir habiter avec vous? Comme ça va vous permettre de baisser vos coûts d'habitation et de faire en sorte de vous permettre de sortir la tête de l'eau si jamais vous avez acheté un bien et que vous n'êtes pas en mesure de le vendre et que vous êtes comme pris dans une situation compromettante financièrement. Et le conseil numéro 6, l'immobilier, c'est sur le long terme. Si vous voulez être gagnant, que ce soit dans l'investissement immobilier qu'avec une propriété, à part ceux qui font des flips, mais si vous voulez être gagnant dans le multilogement commercial, dans une propriété résidentielle, en étant propriétaire occupant, peu importe, gardez la propriété sur le long terme. Imaginez-vous, c'est simple. C'est pas moi qui vous le dis. Regardons l'histoire. Imaginez-vous si vous aviez acheté une propriété en 2010 et vous l'avez revendue en 2020. C'est ça qui m'est arrivé quand j'ai acheté en 2010 et que j'avais acheté en haut de la valeur, que j'avais pas regardé les comparables locatifs et qu'en plus on avait boosté le prix, j'avais acheté bien en haut de la valeur marchande et que j'étais pris avec la propriété, que j'étais pas capable de la revendre. Si j'avais gardé la propriété sur le long terme, sincèrement, boum, j'aurais été gagnant. Mais dans la courte période que j'ai dû la revendre parce que j'étais mal pris financièrement, je l'ai vendue à perte. J'ai dû m'en débarrasser et ça a été un coût financièrement. Ça a été une tâche sur mon crédit. Versus que si je l'avais gardé jusqu'en 2020, boum, je l'avais acheté 235. C'est sûr qu'en 2020, je l'aurais vendu 280 si c'est pas 300 000 et plus en surenchère. Boum, j'aurais été gagnant. Imaginez-vous tous ceux qui ont acheté des propriétés à genre 150 000, qui ont plus d'hypothèque aujourd'hui et qui l'ont vendu pendant la pandémie à des surenchères de fous. Ils ont fait 4 fois, 5 fois leur salaire en une transaction. Donc, c'est là que l'immobilier, c'est sur le long terme. Et pour ceux qui sont investisseurs immobiliers, qui ont plus un profil d'investisseur immobilier, mais la réalité, c'est que vous n'allez pas devenir un grand investisseur immobilier en 5 ans. Non, ça va être sur une décennie, ça va être sur 15 ans, 20 ans que vous allez vraiment pouvoir vous bâtir un bon et gros portfolio immobilier et que vous allez pouvoir vous embarquer dans des projets immobiliers qui vont juste vous propulser dans des dizaines de millions de dollars etc. Mais c'est pas sur le court terme, c'est sur le long terme. Donc, si vous désirez avoir plus de stratégies gagnantes comme ça en immobilier, que ce soit pour l'investissement, de la vente ou faire une acquisition, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.